Allô, ma belle sangha d'amour. Aujourd'hui, on se parle de l'anxiété sociale jusqu'à la compassion universelle avec une petite voix enrouée là, de post-sinusite que je vous offre aujourd'hui. Alors, j'espère que vous passez un beau week-end. Pour ceux qui sont en direct, je prends quelques minutes. J'étais en retard ce matin d'une minute. Là, j'avais perdu mes iPhones. Je savais plus où était mon petit trépied. J'étais pas préparé. J'étais pas préparé, voyez-vous. L'anxiété est toujours à un coin de rue de nous rencontrer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler justement d'un sujet qui est un peu plus personnel. Tu sais, je me positionne pas comme un expert en anxiété sociale, quoique hein, on le vit tous à un certain degré, fait qu'on est tous cet expert qui en fait l'expérience, mais je vais vous parler davantage de mon cheminement, peut-être moins connu. Hein? Les gens, ils me voient en public, vous me voyez en groupe, vous me voyez animer des retraites partout, voyager à travers le monde, amener des gens partout, toujours être en communauté. Euh, mais je pars de loin en ce sens que je pars d'une anxiété sociale profonde, jeune, dans ma petite enfance, que j'ai travaillé toute ma vie. Et pour moi, le bouddhisme, la méditation et les chemins dont je vais vous parler aujourd'hui ont été pour moi la solution pour, à quelque part, transformer ça en quelque chose qui fait en sorte que je peux, de façon plus calme et apaisée, vivre en société, vivre dans le monde, être entouré hein, dans un bouillon d'êtres humains là, dans lesquels on est constamment. Alors, coucou Micheline, allô ma belle Julie d'amour, bon matin à vous, j'espère que vous allez bien. L'anxiété sociale, c'est probablement un des sujets là, qu'on entend le plus parler après toute la vague sur le stress. C'est une forme de stress aussi, d'anxiété, de peur, c'est inconscient, c'est en nous. Fait que je pense que ça nous touche tous à quelque part, ne serait-ce que par le fait que ça, euh, tu sais, être, être avec les autres, ça nous demande de l'énergie. Je vais te dire être en groupe, mais pas juste ça. Être avec une personne, deux personnes, un grand groupe, toute une communauté autour de nous, ben, ça demande de l'énergie. Fait que sans tomber dans l'anxiété sociale qui paralyse ou l'anxiété qui amène des crises paniques, on n'est pas toujours là. Mais il y a comme des fois hein, cette paix que l'on retrouve quand on est dans la solitude, cette paix qu'on retrouve quand on vit des retraites spirituelles. Moi, j'adore les retraites en silence. J'en ai pas animé beaucoup cette année, mais ça revient l'an prochain davantage. Puisqu'après la pandémie, les gens avaient plus besoin de reconnecter, en tout cas pour ce que je ressentais ou ce que vous m'écriviez. Donc, l'anxiété sociale, pour moi, puis là, je vais vous parler de moi, puis je vais vous donner les chemins, puis les outils, puis la méditation qui m'a le plus aidé. Pour X raisons. Moi, j'ai commencé encore une fois, là, j'ai l'air de quelqu'un qui est à l'aise avec les gens, facile d'approche. Je suis toujours dans des tourbillons d'êtres humains, presque des fois 7 jours semaine, dans mon travail, dans mes occupations, dans mes événements, etc. Mais bien loin de là. Puis là, ma mère, si elle est là, elle peut en témoigner. Je mens pas aujourd'hui, je vous parle juste de mes tranches de vie. J'étais pas celui qui aimait le plus m'amuser avec mes cousins, mes cousines, ou qui aimait le plus être avec les gens à l'extérieur. Fallait comme force de sortir de la roulotte, moi, au camping, pour s'en aller dehors avec le monde. Fait que dès que je sortais à l'extérieur, j'allais où? J'allais dans la nature avec des têtards, des grenouilles, des écureuils, dans les arbres. Je partais avec mon chien. Je m'en allais n'importe où. Il n'y avait pas d'être humain. Fait que je pars là de toute une enfance. Et après ça, ben, la petite enfance et l'adolescence m'a amené à vivre de l'intimidation, de l'isolement. Mon seul ami à vie est parti quand j'étais en quatrième année. Tu sais, je pensais que j'allais avoir une belle vie là, d'amitié, de... Non, en quatrième année, il est parti à Chibougamau. Je l'ai plus jamais revu. Et ça m'a isolé complètement parce que moi, je suis très exclusif en amitié, je suis très exclusif dans mes relations sociales, mes relations d'amour. Fait, ça faisait en sorte que là, ça m'a isolé et ça m'a amené de l'intimidation et encore plus d'isolement. Fait que je suis arrivé au début de l'âge adulte, là. Euh, Tu sais, moi, quand l'idéal de Bouddha, c'était de vivre dans une grotte puis d'atteindre l'éveil, je te dis que pour moi, c'était un fantasme vivant de rencontrer un maître spirituel qui disait s'isoler du monde, c'est important. La solitude, c'est important. Le silence, c'est important. Ah oui, si c'est ça le chemin pour atteindre l'éveil spirituel, mais ça. Hein, parce que si je peux voir personne jusqu'à la fin de mes jours, je serais heureux. Pas parce qu'on n'aime pas les gens. Puis là, les anxieux comme moi, là, sociaux, là, temporaires ou permanents, là, ceux qui ont des phases, ceux que c'est toujours là, eh bien,
on se fait souvent dire, on a le regard sur nous. Tu sais, moi, quand des fois, je suis plus capable de voir de monde, là, je le dis comme ça des fois à mon entourage très, très, très proche. Ben, c'est pas parce qu'on n'aime pas les gens. Puis il y a une grande partie de ma vie où je me suis jugé, tu sais, à l'adolescence, puis à la fin de l'adolescence, je me suis dit, mais c'est ça, moi, j'aime pas le monde. Tu sais, je dois pas aimer l'être humain. L'anxiété sociale, pour moi, ça vient plus d'une peur. Fait que c'est pas j'aime pas les êtres humains, c'est plus ils me font peur. Hein. J'ai peur d'être entouré d'êtres humains, de ne pas savoir comment agir, de ne pas savoir comment vivre, euh, d'avoir le regard de l'autre sur moi parce qu'on est souvent des personnes qui ont reçu des jugements, des critiques, de l'intimidation soutenue sur plusieurs années. Fait que ça a comme marqué une part d'inconscient où être en groupe, c'est être potentiellement en danger. Être exposé au monde, juste se promener dans la rue. Moi, des fois encore aujourd'hui, ça y est de le sait, là, ça le décourage des fois, mais je suis pas capable de sortir dehors. Tu sais, après avoir tellement été exposé, comme je dépasse ma limite d'anxiété sociale par la compassion, par l'amour, par la vocation que je me donne dans mon travail. Puis il y a des moments où si je m'écoute vraiment, là, je m'isolerais facilement pour 10 jours en silence seul. Mais là, premièrement, je vis pas seul. Et 10 jours, c'est un peu long. Il faut que quelqu'un fasse l'épicerie pour qu'on m'amène du café. C'est impossible. Mais ce serait ça mon désir ardent, là. Tu sais, je dirais même mon besoin. Si j'étais sain avec moi-même, fait que je dois doser mon rapport des fois aux autres et même sortir dehors. Puis là, des fois, ça y est, mes gens ils disent, oui, mais on voit pas personne, on s'en va pas dans un groupe, tu vas pas donner une conférence, tu vas pas animer. Je dis, non, mais les gens, hein, ceux qui font de l'anxiété un peu sociale, là, vous le savez, juste être dehors, ouvrir la porte, aller de l'autre côté, ça peut devenir comme l'histoire d'un cauchemar. Ça peut devenir à l'intérieur de nous sujet au stress, des palpitations. Euh, Tous les gens, là, maladies inflammatoires de l'intestin, etc. Moi, ça a commencé très jeune. Ça s'est développé pour savoir, bon, finalement, que j'avais le crâne. Mais tu sais, ça a commencé à l'école, où tous les jours, j'avais des maux de ventre, où tous les jours, j'avais des diarrhées, où tous les jours, j'avais de l'indigestion. C'est l'impossibilité, on dirait, pour le corps de s'apaiser, de relaxer, puis de trouver euh, un État qui est juste sain, entouré d'inconnus, entouré de gens. Et ça, c'est l'anxiété sociale. C'est plein de symptômes, donc l'anxiété sociale, et plein de degrés différents. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est surexposé à un monde d'extravertis, euh, d'animal social, là, de party animal, là, qui veulent tout le temps faire plus avec les autres. Je pense qu'on se définit beaucoup trop à travers le regard des autres. Et donc, sans l'autre, il y a des gens qui, au contraire, s'ils ne sont pas exposés dans l'action avec des groupes, ben, ils sentent qu'ils n'ont pas assez d'amis, ils sentent qu'ils sont rejetés, ils sentent qu'ils ne sont pas assez. Fait pour moi, c'est comme l'opposé de l'anxiété sociale, mais c'est pas plus sain, là. D'avoir besoin de tout le temps être entouré, d'avoir besoin toujours des autres, de ne pas être capable d'être seul, de ne pas tolérer le silence même avec les autres êtres humains. Euh, alors, c'est comme si on avait toujours à revenir, peu importe dans quelle échelle qu'on est là, de l'anxiété sociale, au niveau du degré et de l'intensité des symptômes, ou on est quelqu'un qui n'est pas capable de vivre seul. Je pense qu'il faut juste s'équilibrer tout le monde, dans ce sens qu'il faut trouver un chemin d'équilibre pour nous. Parce que la société nous prescrit plein de choses. Tu sais, dans la pandémie, on ne pouvait pas voir personne, là, mais ultimement, on dirait que la pensée commune, c'est plus tu vois de monde, plus tu as d'activités, plus tu as d'amis, plus tu de soirées, 5 à 7, etc., puis de sorties de groupe, mieux, ben, plus ton Instagram puis ton Facebook est intéressant, c'est sûr. Euh, et donc, ça fait de toi un être qui a l'air heureux et accompli. Quand moi, en tout cas, je vous le dis, personnellement, j'ai vraiment ce besoin-là régulier et de fond là, dans ma vie de pas être avec personne, de pas voir rien ni personne. Je le dis à Saïd des fois comme ça, si on pourrait être juste nous, parce que Saïd fait partie un peu du nous, là, en sens que c'est pas un facteur d'anxiété. Ça a pris des années avant d'atteindre ce niveau-là là, dans ma vie, de pas être, même habiter avec quelqu'un peut être un facteur d'anxiété. Et les anxieux sociaux, c'est ça. Dès qu'un être humain est quelque part, ça peut aussi générer de l'anxiété. Mais là, il est presque peu à 99%. Fait que des fois, je dis, toi, puis nos animaux, si on pouvait juste construire des clôtures de 100 mètres de haut, puis avoir comme une île déserte ou un domaine à nous, puis être autosuffisant, moi, je serais heureux là, jusqu'à la fin de mes jours. Et ça va étonner plein de monde qui pense que j'ai besoin des gens, que je suis là, que j'anime, puis que j'ai besoin du groupe, puis que moi, je vis à travers mes communautés, tout ça. Oui, parce que j'ai fait un chemin énorme entre moi, enfant qui voulait m'isoler dans le bois puis vivre toute seule,
Mon idéal de vie, c'était quand je dessinais qu'est-ce que tu veux être dans le monde, je voulais être seul dans une île déserte, puis je faisais tout le petit nom à côté de tous les animaux, même les insectes, là, que je voulais amener avec moi dans une île déserte. Puis j'avais le syndrome Mowgli, mais avant qu'il retourne à la civilisation. Moi, c'était le contraire, je le retournais à Mowgli. Et après ça, adolescent, je vous le dis, je détestais l'être humain, là, parce que j'en avais peur, parce qu'il me blessait, parce que c'était un sujet de souffrance, finalement, l'être humain. Peu importe où je le trouvais, là. Et l'anxiété s'est généralisée dans ma famille et partout, fait que le désir d'isolement était profond. Et ce qui m'a sorti de ça fondamentalement, là, à part toute une crise existentielle là, sur que veux-je, que peux-je, où vais-je, là, mais c'est quand j'ai commencé à lire le bouddhisme, bien entendu, là, à 17 ans, à 19 ans, je me suis converti au bouddhisme. Et à partir de là, pour moi, le chemin de la compassion, un grand livre du Dalai Lama, ça a été l'art de la compassion, que j'ai dû le lire 30 fois dans ma vie. Et lorsque j'ai commencé à travailler, vraiment travailler sur la compassion, de sortir à l'extérieur puis de comprendre que tous les êtres, à quelque part, on souffre. Que c'est pas tout le monde que ça tente d'être en dehors de chez eux en ce moment. Que c'était pas tout, que même mes ennemis, finalement, ils avaient souffert eux autres aussi de quelque chose. T'sais. Que la colère, c'était une souffrance. Que la violence, à l'intérieur de soi, ça commençait par un état où tu n'étais pas heureux, en tout cas. Et toute cette réflexion-là sur la nature de la souffrance, les quatre nobles vérités dans le bouddhisme et les pratiques de compassion sur les êtres mères, sur tous les êtres qui sont comme ta famille, puisque ma famille, eux, je les aime, puis eux, il y a zéro anxiété dans ma famille. Il y a des lieux protégés où j'ai été privilégié. Le reste m'est apparu très hostile, mais j'ai eu quelques espaces où encore aujourd'hui, je peux être moi-même. Parce que c'est ça, hein? C'est la peur de se... En tout cas, moi, ça a été comme ça. C'est la peur de me perdre, la peur d'être indigne, d'être aimé, la peur du regard des autres qui te renvoie une image parce que tu n'as pas construit assez d'amour propre, d'estime de soi. Fait que moi, avant même de construire ça, parce que ça m'a pris des années après ça, dans le début de ma vingtaine, le chemin de la compassion était pour moi quelque chose. Et ça m'a amené à travailler avec les jeunes délinquants. Tu sais, Dieu sait que si un terrain hostile au niveau social, c'est bien travailler avec les jeunes de la rue, les jeunes délinquants et les jeunes criminalisés. Mais pourtant, c'est eux qui ont probablement guéri toutes les sources hein, factuelles, contextuelles de blessures, d'intimidation. C'est avec eux que je me suis retrouvé. Parce que j'ai été obligé à la compassion, j'ai été obligé à l'amour. C'est comme si je m'étais mis dans l'environnement hostile, même de rencontrer les vis-à-vis des gens qui m'avaient blessé, qui me faisaient le plus peur dans mon adolescence ou dans ma petite enfance, etc., pour m'exposer à eux sur le regard, avec un regard de compassion et de généraliser ce regard-là à tous les êtres vivants. Fait que tout d'un coup, la compassion, pour moi, ce que ça fait, c'est que ça nous décentre de notre ego. Tu sais, parce que l'anxiété sociale, c'est aussi, j'ai peur, je me tourne sur ma peur, même inconsciente. Là, on le sait, l'anxiété, c'est inconscient. Fait que, tu sais, on peut pas tout rationaliser, tout expliquer, tout, même quand on a analysé, ça n'a rien guéri souvent. Fait que je vous le dis, moi, ça a été de transformer, ça a été, au lieu de focuser sur l'anxiété, ça a été de regarder qu'est-ce qui me fait sortir de chez moi, qu'est-ce qui me fait sortir de mon anxiété, qu'est-ce qui me fait connecter aux autres avec un autre regard, avec une autre vibration, dans un autre état d'esprit. Et pour moi, la compassion, c'est la méditation, parce que ça part d'une souffrance. Fait que tu souffres, tu es connecté à ta souffrance, l'anxiété sociale, ça part de peur, anxiété, souvenirs, souffrance, etc. Et là, de ça, moi, ça a été mon laboratoire, je me suis regardé, et compassion sur soi-même, puis là, tu dis, oh, aïe, aïe, les autres aussi, ils souffrent différemment que moi. Ils ont des chemins de souffrance qui sont des fois le deuil, le souci de la performance, les stress sur leur corps, ils ne s'aiment pas eux autres non plus totalement. Tu relativises, puis là, ben moi, j'ai été exposé à un groupe d'êtres humains qui étaient un peu plus en crise, un peu plus en souffrance, par leur mode de vie, par le contexte familial, etc. Et longtemps, ça m'a pris des années au début avant que je rentre et que je sois chez nous. Il a fallu que je sois directeur de l'organisme pour que je sente que j'ai le droit d'être là puis que j'avais même plus d'anxiété d'être présent avec eux. Mais pendant très longtemps, j'ai vacillé entre l'anxiété même de non seulement de sortir de chez nous, mais d'aller dans un lieu avec des jeunes hostiles, des fois violents, des fois mésadaptés, des fois avec des troubles de santé mentale des santé mentaux, euh, et d'arriver à la compassion, et d'arriver constamment avec cette armure-là de compassion qui fait que je me rappelle pourquoi j'existe, pourquoi je suis là, puis quel est le regard que je vais avoir sur l'être humain, encore plus sur ceux qui souffrent. Fait que ce regard-là d'amour et de compassion, pour moi, c'était le chemin qui encore aujourd'hui me libère de l'anxiété sociale. C'est ce qui fait, c'est le grand moteur de tous mes projets, toutes mes actions, mes 25 ans et X
de recherche spirituelle sur le sens de la vie, sur la psychologie sacrée, sur la psychologie des profondeurs bouddhistes, sur la mythologie du monde. Tous ces chemins-là pour essayer de comprendre l'être humain, pour lui offrir à cet être humain-là, mais à moi inclus, les plus belles sagesses et les plus belles pratiques de mieux-être et d'éveil spirituel. Fait que, de mon regard sur les jeunes délinquants, mon regard sur la société en général, c'est toujours à travers les lunettes de la compassion. Si je perds ces lunettes-là de vue, puis là, d'un coup, je retourne dans mon ego, puis je veux être bien, je veux être reconnu, je veux être aimé, c'est impossible. Plus je m'expose, plus je suis critiqué dans la vie publique, sur les médias sociaux, ailleurs. Fait faut vraiment, je pense, à tout le monde, à notre niveau, à nous, peu importe ce qu'on fait comme travail, hein, pour retrouver le sens de notre travail et être bien dans nos équipes, pourquoi je le fais au lieu de ce que je veux chercher. Euh, et pour moi, en tout cas, ce qui a fonctionné, même aujourd'hui quand je sors dans la rue, puis quand ça ne me tente pas d'être là, ce matin, j'ai dû sortir, petite dernière tranche de vie. Ce matin, je suis sorti parce que ça aide est au Mexique, puis j'ai personne. J'ai l'air handicapé quand je dis ça. Quand je me réveille le matin, au lieu de méditer et de mettre de l'encens, il a fallu que j'aille chercher un café parce que j'en avais plus. Puis oui, j'aurais pu faire le choix de ne pas avoir de café et de ne pas aller chez Ange Boulangerie à côté de chez nous au 10-30, mais il a fallu que j'y aille à pied. Je savais qu'il allait y avoir une foule, du monde, une file. Je connais tout le monde là-bas. Tu sais, justement, c'est pas pour rien, je vais toujours aux mêmes endroits. Stratégie de gestion de l'anxiété sociale, aller aux mêmes places, connaissez les gens, aimez-les, ils vous aiment. Ouf, ça réduit l'anxiété, mais ça m'a tout pris, là. Ça m'a pris 30 minutes, mais ça m'a tout pris intérieurement pour dire oh my God, faut que je sorte dehors. Oh my God, ça y est, t'es pas là. J'aurais personne pour m'amener un café. Que fais-je? Parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de petit expresso dans ma machine. Euh, et là, ben, c'est quoi le regard? Encore une fois aujourd'hui, là, à 46 ans, après presque 30 ans de cheminement spirituel, puis de voyage à travers le monde, puis de vie en sac à dos, où je me suis dépassé constamment dans mon anxiété de l'autre, que j'appelle, ben, encore une fois, ce matin, c'est là. C'est là. C'est, c'est encore là. L'idée, c'est qu'on devient comme expert à ne pas laisser ça devenir le monstre qui nous paralyse, qui nous immobilise dans notre vie. Puis ce matin, je me suis dit, OK, tous les gens que je vais croiser, ça a été une de mes stratégies, je vais imaginer que c'est tous mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que j'aime ça recréer la communauté. Puis pour moi, les communautés d'amour éphémères là, que je crée dans les week-ends, dans les retraites, les événements, ben, c'est aussi ma médecine, c'est ma guérison. Fait que j'exporte ce que je vis là, je tourne mon regard vers les autres, les inconnus. Puis là, aujourd'hui, j'étais là. Tous les gens que je vais rencontrer, je vais imaginer que c'est mes petits cousins, mes petites cousines, mes petits frères, mes grandes sœurs, et ainsi de suite. Ce rapport-là à l'autre, moi, il est sain dans ma famille. Fait que je l'exporte chez les autres. Puis là, ouf, ça m'apaise et je suis dans une attitude de compassion et d'amour pour eux. Et comme ça, je peux être 30 minutes dans des files d'attente pour sortir de chez nous le matin avant de venir méditer. Et j'en fais une pratique spirituelle. Au lieu de, et ça l'aurait, tu sais, à un cheveu des fois, là, je peux rester prisonnier à quelque part de chez moi. Je peux rester prisonnier de mon besoin, slash désir, même année qui est plus sain ni pour moi ni pour personne, de solitude, de silence, d'isolement à quelque part. Et c'est probablement, on va finir avec ça, là, le plus grand danger, je trouve, de l'anxiété sociale. Il faut se rappeler que être en relation, ça demande de l'énergie. Tu sais, mes amours, on va se le dire, même avec les gens qu'on aime, même avec tout le monde, parler, ça demande de l'énergie. Être en relation, ça demande de l'énergie. Puis des fois, on n'en a juste plus. Fait que se régénérer puis plugger la batterie sur des affaires qui nous font du bien, peu importe ce que c'est à nous personnellement. Moi, la nature, les animaux, le silence, l'écriture, une puff d'encens en train de méditer, ça va toujours être un chemin. Contempler mon Bouddha, tu sais, intérieur et extérieur. J'ai regardé le Bouddha qui est là. Euh, Ça va toujours être le chemin pour moi. Mais il faut pas que je reste figé là-dedans, sinon je fais plus part de la société puis de la vie. Fait qu'il faut que ça soit assez nourri pour que je me respecte dans mes limites, puis que je ne me mène pas à un niveau anxieux, puis des maladies somatiques, puis des troubles du sommeil, et ainsi de suite. Et il faut que ce soit nourri par quoi je veux transformer l'anxiété. C'est quoi le chemin pour vous qui fait en sorte que vous êtes mieux? Parce qu'on va le dire comme ça, là. Vous n'êtes pas, j'espère, il n'y a pas que des anxieux sociaux qui m'écoutent en ce moment, mais ceux qui sont comme moi, là, quasiment on est nés de même. Tu sais, l'autre était un danger. Mais pour tout le monde, je crois que l'autre est un défi. C'est moi, je l'appelle l'autre, là, des fois ça le dépersonnalise un peu, mais l'autre être humain, l'autre avec un grand A, euh, il est un défi dans la vie de tous les jours parce qu'il n'est pas toujours adéquat, il n'est pas toujours habile, parce que ça souffre aussi à l'extérieur de nous. Et avoir un regard de compassion, même sans vivre l'anxiété sociale, juste pour être en relation humaine, je trouve que ça peut transformer notre monde. Et je crois vraiment, mais sincèrement, que c'est ce qui va transformer le monde en général. Si tout le monde se regardait avec un regard d'amour, un regard de compassion, et on prenait plus rien de personnel,
puis on est capable de voir et ressentir la souffrance et le niveau de souffrance chez l'autre, dans de l'accueil et de la bienveillance, il n'y aurait plus jamais de guerre, plus de violence, plus de discrimination, plus de jugement. Je pense qu'on mettrait fin à la source d'anxiété de tout le monde et de peur et ainsi de suite dans le monde. Fait que pour moi, c'est vraiment un chemin, le chemin pour mon monde meilleur, ma vision globale sur la compassion. Puis surtout, ce que je fais, c'est on peut créer un monde meilleur ensemble, ça c'est évident. On peut créer plus d'amour dans ce tissu social-là qui, au lieu de nous diviser, devrait nous unir. Et pour moi, c'est avec cet espoir-là que j'ai travaillé des jeunes délinquants aux jeunes de la rue à aujourd'hui. Si on pouvait faire de nos relations humaines un espace de guérison au lieu de faire un lieu dans lequel on génère des blessures et on blesse les autres. Fait que c'est mon plus grand désir dans la vie. C'est pour ça que je suis là avec vous. Et c'est ma petite histoire pour ceux qui pensent que je suis un animal social. Pas en tout. Je suis plus un ours dans sa grotte 4 saisons par année, dans sa grotte au Népal. Tu sais. Alors, je vous propose une méditation qui est justement de voir tous les êtres vivants à travers, euh, à travers une image, tu sais, ou une pensée générique sur la souffrance. Tu sais, ça souffre. L'être humain souffre, l'être humain est en recherche de bonheur. L'être humain en général, les gens qu'on croise, eux aussi ont des défis, des rêves, des déceptions, des peurs. C'est cette petite réflexion-là qui nous ramène à l'équanimité justement entre nous et les autres, qui peut ouvrir parfois l'espace de compassion, de bienveillance pour nous, pour tous les êtres vivants. Et moi, encore aujourd'hui, comme encore ce matin, ben, ça me permet de vivre un peu plus léger lorsque je sors de mon refuge et de mon petit temple intérieur et extérieur. Alors, je vous invite à prendre une belle posture de méditation pour cette contemplation sur la compassion universelle. Vous pouvez prendre une posture de méditation qui est confortable pour vous. Vous pouvez aussi juste écouter et laisser ça se déposer comme une réflexion dans votre cœur. Faites des pauses. Pour ceux qui méditent, on est en posture immobile. On prend quelques belles respirations profondes. On laisse se déposer tout ceci en revenant au souffle. Et le souffle également va toujours être notre meilleur ami pour revenir à la paix, pour revenir à l'espace intérieur, pour revenir au refuge du moment présent. Alors cette respiration qui est comme un meilleur ami, quand je reprends contact avec la respiration, avec les légères sensations qui commencent à l'extrémité des narines, et tout le mouvement et les sensations du souffle jusqu'au ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration. Je peux inviter mon corps à se détendre davantage en me rappelant qu'en ce moment, je suis en parfaite sécurité. Que quand je respire, je viens à l'intérieur de moi, je reviens à la maison, je reviens au cœur, un espace où je suis en parfaite sécurité. Je contemple le souffle comme cet ami qui me ramène à la maison, à l'espace intérieur, et ça respire. Et j'invite le souffle à être de plus en plus détendu et naturel. Les épaules, le visage, la poitrine, être de plus en plus détendu.
Et je me rappelle qu'à l'intérieur de moi, il y a l'ultime refuge, espace de paix et de présence, de calme et de douceur indestructible au cœur, où personne n'a accès, où je suis complètement protégé. Un lieu impénétrable, dans le cœur, au centre de moi-même, un refuge de paix et de douceur. Parce que lorsque le stress et l'anxiété m'habitent, je peux imaginer ce centre intérieur et même le visualiser comme un espace de paix, un espace où je me trouve calme, serein, où il n'y a aucun danger, où je suis en totale sécurité. Et de cet espace, je peux méditer sur la compassion universelle. Je peux me rappeler simplement qu'à l'intérieur de moi, dans l'esprit, il y a plein de sources de souffrance, de peur, des fois de colère ou d'envie, de peine et d'attachement, que la nature de l'existence est l'impermanence. Des fois ça brasse, c'est pas toujours facile. Et à travers toutes ces turbulences extérieures ou intérieures, je fais de mon mieux. J'en fais assez. Et tous les êtres humains qui m'entourent, eux aussi vivent dans la même impermanence, les mêmes doutes, questionnements, les mêmes peurs, la même fatigue et stress, et ça souffre à différents degrés dans chacun d'eux. Tous les êtres qui m'entourent font l'expérience de la souffrance, des deuils, de la maladie. Et eux, comme moi, traversons différents états de souffrance, de malaise. Et le cœur de compassion est l'espace de conscience sur la nature de la souffrance, de moi-même et des autres. Je comprends que ça souffre, que la vie est pas toujours facile, on subit plein d'aléas dans les changements et l'impermanence. Mais nous sommes ensemble à vivre l'expérience humaine, ensemble parfois à vouloir mourir, ensemble à vouloir fuir, ensemble dans la peur.
ensemble dans les doutes, ensemble dans la perte de sens, ensemble. Tout ce qui souffre en moi, à différents degrés, souffre également chez l'autre. Ça souffre. Peu de gens ont atteint le bonheur durable et stable dans le monde. Et je peux souhaiter simplement que moi-même et tous les êtres vivants puissions être délivrés des souffrances, que nous puissions trouver la paix et un refuge de bonheur et d'amour indestructible à l'intérieur de nous. Quand je contemple ma souffrance et la souffrance des autres, j'ouvre le cœur de compassion. Je regarde ma souffrance et je regarde et je contemple la souffrance du monde, des êtres humains qui souffrent, qui vivent même des conditions abominables, violentes, d'abus ou de terreur. Et je souhaite le bonheur. Je souhaite la fin de la souffrance pour tous les êtres vivants. Et dès que mon esprit vagabonde sur autre chose, je reviens à la sagesse sur la nature de la souffrance et l'impermanence. Je me laisse être touché par la souffrance du monde et j'ouvre l'espace de compassion. Un espace qui chérit les autres. Ce souhait que tous les êtres vivants qui souffrent puissent être délivrés de la souffrance, la maladie, la peur, la déception, le deuil, qui trouvent le chemin de la sagesse et de la paix dans toute l'impermanence du monde. Et je contemple comment ça souffre dans le monde, comment les gens que je connais également souffrent, comment parfois je souffre. Et je m'élève au-dessus de cette souffrance par le cœur de compassion pour moi-même et les autres. Puissions-nous tous connaître le bonheur durable, une paix indestructible et retrouver une joie de vivre ensemble.
Et j'ouvre mon cœur à la compassion pour tous les êtres vivants. Et je génère cette compassion qui remplit tout mon être, jusque dans mon regard, jusque dans mes gestes, jusque dans ma parole. Je peux imaginer cette lumière du cœur, la compassion, qui traverse tout mon être, même dans l'esprit, dans l'espace de la tête, que mes pensées soient des pensées de compassion et de bienveillance. Que cette lumière transforme mon regard et que j'ai un regard de bienveillance, de douceur pour tous les êtres. Dans mes mains, dans mon corps, que tous mes gestes, même ma façon de marcher, me déplacer, soient remplis de cette bienveillance pour la terre, pour l'environnement, l'espace et les autres qui m'entourent. Que ma parole soit une parole de compassion qui fait du bien à l'autre. Et dans cette lumière de compassion, je génère le souhait que le vivre ensemble, que la grande toile du vivre ensemble soit un espace de guérison pour moi-même et tous les êtres, que l'on puisse se guérir ensemble. Et rempli de l'esprit de la compassion, ben, amener nos mains ensemble et frotter légèrement ma belle sangha d'amour. Amener l'espace de la conscience au cœur et les mains au cœur. Inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer Om. Namasté, ma belle sangha d'amour. J'espère que vous allez passer une belle semaine. Et pour mes beaux anxieux, hein, on a une source d'anxiété qui est là quelque part, mais elle désire se transformer à chaque fois. C'est un bel appel, peut-être à la compassion, peut-être à l'amour, peut-être à d'autres méditations comme l'équanimité et ainsi de suite. Alors on en fait également un espace de guérison. Et il est vrai que de loin comme de près, je vous aime d'amour. Namasté.